Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous débattons dans ce 10h midi avec Mickaël Darmon, journaliste politique chez I24 News. Vous avez publié Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican aux éditions Passé Composé. Bonjour à vous. C'est dommage, vous deviez venir la semaine dernière et on recevait Caroline Pigozzi, vous auriez pu la croiser. Voilà. Elle est irremplaçable, donc absolument. De ce point de vue-là, c'est très bien qu'elle soit là. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric, vous avez publié avec Brice Sokol Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube, que je vous recommande. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour également. Et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. On va revenir évidemment sur le nom de l'Algérie qui refuse la liste des individus que la France veut expulser. Bruno Retailleau promet une riposte graduée. Ok, mais laquelle? Israël qui frappe à nouveau Gaza avec 330 morts et le chef du Hamas aurait été tué dans cette frappe cette nuit. C'est apparemment en réponse à la menace de Donald Trump de sévir si les otages n'étaient pas libérés. Visiblement, il y a eu un appui des Américains. On va en reparler. Bref, beaucoup de sujets. La rupture du jeûne pendant un match de foot, la Fédération française dément, alors que le président du club, lui, reconnaît que ça a bien été organisé, je mets des guillemets. Bref, beaucoup de sujets. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mickaël, on est 5 ans après le Covid. Oui, on est 5 ans après le Covid, après cette suspension du temps que l'on a vécu. Et ce profond traumatisme collectif dont on a vu après les effets et les ondes de choc. Ça a certainement déjà été évoqué, tout ce que ça a changé dans la vie collective et dans nos vies personnelles. Mais pour rester sur le plan justement de la vie collective et la nation, moi, je trouve quand même après 5 ans. Alors que l'on aime bien la grandiloquence par ailleurs, qu'il n'y ait toujours pas de journée du souvenir pour les victimes du Covid, pour les morts du Covid, pour toutes ces familles qui n'ont pas pu accompagner leurs proches, pour tous ces enterrements en catimini. Et cette obligation à l'époque de se séparer sans même dire au revoir. Je trouve que au moment où on parle beaucoup de faire nation et de souder une société, il aurait été plutôt opportun et élégant de la part donc des autorités d'instaurer cette journée. Mais je vois que 5 ans après, c'est toujours pas là. Oui, une réaction, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Est-ce qu'effectivement, il aurait fallu une journée d'hommage ? En tout cas, de souvenirs. Moi, quand on revient 5 ans en arrière, ce qu'on a vécu, c'est absolument fou. Moi, j'ai vécu, en tant que vice-président de la région avec Valérie Pécresse, le fait que la région substitue à l'État pour livrer du matériel, pour apporter des masques, y compris aux soignants, y compris aux forces de l'ordre. On nous refusait même au début de livrer des masques aux pompiers, aux forces de l'ordre, parce que c'était contre la doxa de l'époque. J'ai vécu, en tant que maire, une période où pendant 3 mois, on a essayé de se bagarrer contre des normes toutes plus stupides les unes que les autres pour essayer tout simplement d'atténuer le choc, d'accompagner les gens. Enfin, on a fermé des parcs publics en autorisant aux gens d'aller faire leur jogging sur des trottoirs le long des parcs publics en étant collés les uns aux autres. Et on a vécu, pour moi, ce qui a été profondément indigne, c'est la gestion de la mort dans ce pays. Le fait d'enterrer les gens comme des chiens. Moi, en tant que maire, je suis fier, je le dis, de ne pas avoir respecté les consignes qui étaient données pour permettre d'enterrer une adolescente qui était au collège, qui est décédée d'un cancer et qu'on aurait dû enterrer sans sa famille, sans veillée mortuaire, sans rien. On a organisé les choses, on l'a fait à moitié en catimini, mais on a permis d'essayer à la famille d'accomplir son deuil, mais c'est ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu, c'est d'une part un drame avec des dizaines de milliers de morts, en France comme dans le monde, mais c'est aussi l'incurie, l'incapacité de la structure d'État à répondre à une situation imprévue, à s'adapter. Oui. Alors Frédéric, ça reste un événement qui est très encore mémorisé par les Français dans la mémoire collective. Quand on leur demande de raconter l'histoire du pays depuis 10-15 ans, et le mot qui sort le plus, c'est les chocs. Choc terroriste, choc des gilets jaunes et choc du Covid. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier à quel point le confinement a saisi
des Français, puisque le 7 mars, il y avait encore des consignes sur lesquelles il fallait sortir, il fallait ne pas restreindre ces interactions. Là, le premier coup de semonce pour les Français, c'est le samedi, veille du premier tour des élections municipales, où Édouard Philippe annonce la fermeture des restaurants immédiate et des écoles le lundi, et même quand Emmanuel Macron, le 15 mars, ou le 16 mars, le 16 mars prend la parole, il ne dit pas le mot confinement, c'est Christophe Castaner qui le lendemain midi dit restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Et c'est vrai, je complète ce que vous avez dit. Pour les Français, oui, il y a eu ce juin 40 sanitaire, il y a eu une remise en cause de l'action des pouvoirs publics, même si le moment Édouard Philippe a permis et puis Jean Castex qui ont été vus comme des acteurs de confiance, mais il y a deux acteurs qui plus que jamais se sont imposés comme des acteurs de confiance sérieux, crédibles. Ce sont les maires et les élus locaux et régionaux, et l'entreprise qui, à partir de ce moment-là, a vu les attentes à son égard exploser, notamment en matière de santé des salariés. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal sur Sud Radio, et on va revenir pour commenter l'actualité tout de suite après. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité ensemble avec Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Je rappelle votre dernier livre, Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Frédéric, c'est paru chez Passé Composé. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue. Vous l'avez coécrit avec Brice Sokol. C'est paru aux éditions de l'Aube. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. On va revenir sur les relations entre l'Algérie et la France. L'Algérie qui refuse de reprendre ses OQTF, nos OQTF plutôt, ceux qui sont obligés de quitter le territoire. Quelle réponse? Israël qui a frappé Gaza avec 330 morts, donc le cessez-le-feu qui a été rompu. Gérald Darmanin qui demande l'interdiction du voile dans les compétitions sportives, et bien d'autres sujets avec vous. Je voulais vous dire un mot. Hier soir, il y avait une soirée à l'Olympia à l'occasion de c'était un gala pour récolter des dons, Fondation Recherche Alzheimer. Je vous encourage à aller sur leur site et à faire un don. Moi j'ai été, alors il y avait un concert sympathique, mais il y avait surtout le professeur Dubois qui est un de nos très grands chercheurs, un très grand professeur très en pointe, reconnu internationalement sur la recherche Alzheimer. Il y a des avancées, il y a des années, moi je suis les recherches sur Alzheimer, il y a des années où on nous disait ça avance mais lentement, et là il y a une recherche qui est très en pointe et pour laquelle on a besoin d'argent. C'est celle qui va permettre, à partir d'une simple prise de sang, de pouvoir diagnostiquer si vous êtes ou non à risque de maladie d'Alzheimer. Alors vous allez me dire pourquoi faire puisqu'on la soigne pas. S'il y a des médicaments aujourd'hui qui sont actifs si on les prend très tôt. Donc pour l'instant c'est pas encore tout à fait au point, mais il y a une recherche qui avance. Il y a un chercheur pour la maladie d'Alzheimer contre 10 pour le cancer par patient. Donc c'est voilà, on est on a besoin de cet argent, on a besoin de la recherche. Il y a beaucoup de donateurs privés aussi qui font beaucoup pour cette recherche. Donc vous allez sur le site, faites un don, ça va très vite. Vous pouvez défiscaliser à 60%. Donc si vous donnez 100 euros, vous ne payerez que 34 euros, 35 euros. Pardon, oui, c'est ça. C'est les 2 tiers et c'est important de le faire. Voilà. Donc et de dire qu'il y a des progrès qui sont en cours sur cette maladie. Oui, non, je vois hocher la tête. Non, c'est important d'abord votre message et de comprendre à quel point effectivement la science continue à améliorer la condition humaine et à combattre les maladies, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu justement au moment de cette période du Covid, où battre en brèche le progrès, la médecine, avoir des soupçons complotistes. En réalité ne sont pas fondés sur des réalités. La médecine continue à vouloir soigner les êtres humains et repousser les maladies.
60 €, c'est 60 minutes de recherche. Donc, je vous encourage vraiment à aller faire des dons. Allez, on continue. Frédéric Dabi, tout autre chose. Oui, ça n'a un coup de projecteur. Oui, un coup de projecteur sur les derniers rebondissements de cette élection Villeneuve-Saint-Georges, qui a beaucoup tenu en haleine le pays, enfin une partie quand même limitée. On se souvient que Louis Boyard, ça avait voulu prendre la ville, une division à gauche, un maire de droite discrédité suite à un salut fasciste. La droite a quand même regagné, conservé la ville. Il y a eu des divisions à gauche. Il y a eu Louis Boyard et LFI qui a mis en cause l'absence de solidarité, d'union avec la liste traditionnelle PS, Europe Écologie, enfin écologiste, et on apprend que Louis Boyard n'a pas réussi à constituer son groupe au conseil municipal, puisqu'il a été mis à l'écart. 5 des 7 élus sous sa bannière ont fait un groupe sans lui, un groupe qui s'appelle maintenant Dignité et Solidarité, avec justement la personne qui avait été soupçonnée d'être proche du Hamas. Au-delà de l'anecdote Louis Boyard, ça montre à quel point, si on revient sur ce vote, ça a été au second tour un vote d'élimination. On connaît la célèbre phrase de Guy Mollet que Charles Pasqua avait en son temps repopularisée. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et souvent, LFI subit un vote d'élimination. On l'a vu en Isère lors de la partielle, on l'a vu à Villeneuve-Saint-Georges. Et plus largement, si on quitte Villeneuve-Saint-Georges et le cas de Louis Boyard, ça montre à quel point c'est compliqué pour un parti très fort nationalement, puisque LFI... Jean-Luc Mélenchon, qui échoue au second tour à 400 000 voix en 2022, ne parvient pas, ou a des difficultés, ou sans doute aura des difficultés à s'implanter aux élections municipales. Ce ne sont pas les mêmes ressorts. Moi, je crois beaucoup au sens du vote, et quand les Français votent pour une municipale, c'est à qui, à quelle force, à quelle personne je vais confier les clés de ma ville, la destinée de ma commune, quand on sait l'attachement des Français à l'égard de leur maire et de leur commune. Et c'est vrai que LFI, par sa radicalité, par son absence d'élus sortant, a sans doute des moments difficiles à vivre, même si c'est vrai qu'ils vont s'appuyer sur les très forts scores de Jean-Luc Mélenchon dans toute une série de villes grandes ou moyennes. À Villeneuve-Saint-Georges, il avait, je crois, dépassé quasiment 50% au premier tour. Ça montre que il faut réfléchir au sens de l'élection et ne pas plaquer des résultats d'une présidentielle sur un rapport de force, par exemple, municipal. On vote en principe dans un an, mais je le répète et je l'ai déjà dit ici, personne autour de cette table ne peut dire quel sera à coup sûr le prochain vote. Est-ce que ce sera un référendum en juin ou en septembre? Est-ce que ça sera des législatives anticipées? On y croit moins avec le contexte international, mais il y a cette incertitude, alors que traditionnellement, normalement, le prochain vote, ça sera dans un an, les élections municipales. Alors moi je partage tout à fait cette idée que chaque élection génère... évidemment son propre contexte, son approche, sa matrice, qu'effectivement en plus dans une élection municipale à 2 tours, là pour le coup on est vraiment dans l'élimination au 2e tour. On sait comment ça se passe d'ailleurs concrètement pour les listes. Chez les lecteurs et sur ce qui concerne LFI, alors je pense qu'il y a pour le coup justement il y a des réalités locales qui vont créer aussi des opportunités pour eux. Je pense notamment, sous le contrôle de Frédéric qui se promène beaucoup en ce moment et qui étudie de près les pré-comportements électoraux à 1 an des élections municipales ou presque, eh bien, il y a par exemple des villes comme Saint-Étienne, des villes comme Clermont-Ferrand, des villes de cette taille-là. Alors, je dis pas que LFI pourra être au 2e tour largement devant, mais il y a des performances qui sont attendues parce que elles correspondent aussi à des contextes politiques qui sont moins spectaculaires ou moins médiatiques que Louis Boyard, moins radicaux et moins polarisants que Louis Boyard, avec des LFI qui sont, pour le coup, à la croisée des chemins entre ce travail de terrain qu'on connaît, ce travail digital qu'on connaît, rue physique, rue digitale très puissant, et en même temps avec des personnalités qui sont davantage ancrées dans le territoire. Donc il y a aussi une réalité moins francilienne, on va dire, mais plus provinciale de ce parti, aussi dans le sud, dans certains suds, on va dire, qui est une réalité qui, à mon avis, sera moins boyardisée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va pas avoir cet aboyeur, cette présence à l'Assemblée nationale, ce jeu avec ce contexte médiatique et encore une fois le clash permanent, mais quelque chose qui est plus dans le développement politique territorial qui existe aussi chez eux. Jean-Philippe Ducoing-Clément. Je partage intégralement ce qui a été dit, mais ça montre aussi 2 choses. La première, c'est les limites du fonctionnement d'un parti totalement stalinien. Je rappelle que Louis Boyard a été imposé que parmi les 5 de sa liste qui ont fait sécession et qui l'ont foutu dehors, il y a le militant LFI qui devait être candidat et à qui on a gentiment expliqué depuis le siège, Monsieur Mélenchon, Madame Chikirou, qu'il convenait qu'il rentre à la maison et qu'il laisse la place à Monsieur Boyard. Donc c'est aussi la limite de quelque
quelque chose qui est totalement centralisé. Et puis la deuxième chose, c'est l'inconséquence et l'incompétence. Enfin, Monsieur Boyard aurait pu être élu d'une des villes les plus pauvres d'Île-de-France pour gérer cette ville en tant que maire, une ville de 40 000 habitants, mais comment il aurait fait 15 jours après l'élection, il est déjà plaqué, planté parce qu'il devait être sa majorité. Qu'est-ce que ça aurait donné? Et l'un des sujets de LFI aujourd'hui, c'est cette incapacité totale à gérer. Quand on sort de la diatribe mélenchonienne, c'est une incapacité totale à gérer des collectivités. Oui, ça rappelle totalement la situation des villes gagnées par le Front National en 1995, qui justement ont démontré leur incompétence d'abord en termes de politique publique. Ce qui est quand même beaucoup le cas en ce qui concerne LFI. On attend de voir dans quelle mesure ils ont amélioré la vie des gens. Et puis deuxièmement, l'incapacité à placer des consensus avec toutes les forces de la société, parce qu'ils sont dans une logique clivante et dans une logique justement antagonisante. Donc de ce point de vue-là, moi ce que je constate surtout, et l'exemple de Villeneuve-Saint-Georges le montre bien, et quelque part aussi la perception des Français à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, qui reste sur son aventin sondagier, parce que ce sont les résultats d'avant, mais la réalité c'est que vous l'avez parfaitement aussi décrite, Frédéric Dabi, la tendance n'est plus la même du tout. Et en réalité, la sissiparité à laquelle on assiste, et au fond le retour à la culture groupusculaire de LFI et de l'extrême gauche est, je pense, une marque, une tendance de fond qui va ensuite s'exprimer. La difficulté à être capable de rassembler les Français est maintenant démontrée, et je reste quand même toujours un peu stupéfait de l'écart entre la réalité de l'efficacité politique et le retentissement médiatique à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Ouais. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que l'axe marketing électoral de LFI, évidemment très polarisé par Jean-Luc Mélenchon, c'est un premier tour de l'élection présidentielle, et uniquement le premier tour. Et donc ça obéit à des règles qui sont pas celles, effectivement, du développement municipal, de la conquête municipale, voire même de la conquête législative. Mais attendez, juste pour finir, c'est-à-dire que je pense que là, pour le coup, en observation du travail qui est réalisé, je dis pas du bruit simplement clash et ainsi de suite. Je vois sur le terrain, dans des géographies particulières, des communautés particulières et des générations particulières, un travail qui est fait de manière comme très peu de partis politiques le font en France, si vous voulez. Et à la fois sur le terrain physique et sur le terrain digital. Je dis pas que c'est une garantie pour eux, évidemment, compte tenu de ce que représente Jean-Luc Mélenchon, d'un résultat, si vous voulez, au premier tour de l'élection présidentielle la prochaine. Mais ce que je vois, c'est que ce travail-là, il est réellement fait avec, et vous avez raison, pour le coup, un écho médiatique qui, lui, est parfaitement géré. C'est-à-dire qu'à la fois en négatif et en positif. Et sur cette démographie, cette communauté, ces géographies, c'est très performant. Pas dans des élections qui ne sont pas considérées, et notamment où la mobilisation de ces personnes-là ne se fait pas. Par contre, leur pari, c'est de mobiliser ces populations sur ce premier tour de l'élection présidentielle. C'est très juste, mais alors, je voudrais dire, Jean-Christophe, je me permets... Par rapport à la séquence 2018-2020, la différence, c'est que LFI n'enjambe pas les élections municipales. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon encore hier, c'est qu'il va en faire un moment de culture populaire, d'enracinement du mouvement. J'entends ce que vous dites et je suis plutôt d'accord. C'est vraiment la présidentielle qui peut être l'élection de référence avec, on connaît la recette, et d'ailleurs ça a été dit ouvertement, on s'appuie sur le socle de gauche radicale qui est pour moi 10-12%, c'est l'addition, si on remonte à très loin, de Laguillet, Besancenot, Gluckstein de 2002, ça fait 10-12%. Une bonne campagne d'un triple candidat qui sait faire campagne, du vote utile à gauche, du vote communautaire, et comme disait l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher, et ça peut faire 20, 21, 22% dans un contexte où personne ne connaît l'offre. Par contre, il y a une autre dimension, et j'ai réagi quand vous avez cité Clermont-Ferrand, c'est aussi une capacité entre guillemets de nuisance de LFI. On connaît le ticket d'entrée pour le second tour du municipal, c'est 10% des exprimés. Et Clermont-Ferrand, le maire socialiste a été élu 2 fois, il est bien implanté, mais on peut imaginer, on peut écrire sur un bout de papier que une liste LFI écolo se maintient au second tour et gêne peut-être la réélection de ce maire, puisque LFI pourrait gagner la ville. Mais j'ai pas fait de sondage là-bas, je vais pas en dire plus. Allez, on va marquer une pause et on continue. On va revenir sur les relations France-Algérie dans un instant. Et puis on parlera également de Monsieur Glucksmann avec vous, Jean-Philippe. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons, Jean-Christophe. Alors, on a parlé des municipales. Oui. C'est mon grand plaisir de retrouver, effectivement, je suis les chroniques de Frédéric Dabi et je me dis que finalement, c'est génial parce qu'on nous... Voilà une élection qui a été escamotée, qui a été volée, pour moi, par le Covid. Alors, c'est le Covid qui l'a fait, c'est personne d'autre, on est bien d'accord, même si on a parlé tout à l'heure de ce qui se passait. Et j'ai une grande... C'est un retour très important. Cette élection est très importante parce qu'elle fonde une partie de notre expérience collective. Elle peut restabiliser aussi une partie du pays. Je pense que c'est très important. Je pense que la dernière fois, on a subi une suite, c'était les municipales escamotées, la présidentielle, elle aussi, quand même largement déstabilisée, pour pas dire volée aussi. Et donc, je pense que là, on peut rentrer dans une séquence qui serait une séquence importante, qui nous sortirait, alors pas au niveau national, mais qui nous sortirait ou qui fonderait quelque chose d'intéressant. Maintenant, ça, c'est mon plaisir, c'est retrouver ça. Je vois les sondages qui sortent à Lyon, partout, et donc ça, c'est bien. On retrouve quelque chose qui va créer certainement une belle campagne municipale en 2026, en tout cas, on l'espère. Et en même temps, je me dis que ça n'a pas bougé sur l'idée que quand on a une opposition, comment on peut... Alors même dans ce contexte-là, la dernière fois, ils ont été plutôt mal élus, peu de participation, mais c'est dur de sortir un maire sortant. Et je trouve que notre contexte de loi électorale sur la dépense et sur la recette pour faire campagne contre quelqu'un qui est quelqu'un qui est sortant est trop difficile en France. On a un euro à dépenser par habitant qui, à mon avis, est trop faible, si vous voulez. Alors c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est une réalité aujourd'hui quand on voit ce que la démocratie exige comme moyen pour s'exercer dans le contexte électoral. Et pour qu'elle soit très belle, cette élection municipale telle qu'elle pourrait l'être, il faut qu'il y ait un peu plus de capacité. Et ça veut dire aussi des moyens, ça veut dire évidemment dépenser, mais aussi des moyens. Aujourd'hui, c'est compliqué pour les candidats qui viennent en opposition de faire campagne dans ce contexte-là. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage. C'était une des promesses de Monsieur Macron. Ça a été aussi François Bayrou qui parlait de cette banque, vous voyez, de la démocratie. Ah, ça serait pas mal que pour la municipale, on aille dans les deux sens. On augmente un peu la capacité de dépenses par habitant et que quelque part, on fonde aussi la possibilité pour les uns et les autres de se trouver des ressources en dehors du contexte de chacun. On parlait de Monsieur Ruffin tout à l'heure et de sa capacité d'aller à l'élection. Bah oui, tout le monde n'est pas forcément accompagné ou aidé par des gens qui ont un peu d'argent. De la même manière. On va passer à vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément. C'est un coup de gueule. Peut-être rappeler le contexte. En fait, mon coup de gueule, c'est cette phrase. C'est seulement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui, donc ils devraient être très reconnaissants envers notre pays. Alors, la personne qui a dit ça, c'est une remarquable jeune femme, Madame Caroline Leavitt, qui est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, qui répondait à Raphaël Glucksmann. Donc, je pense que Raphaël Glucksmann qui avait effectivement indiqué que les États-Unis ne représentant plus les valeurs de la liberté de l'émancipation, il devrait rendre la statue de la liberté à la France. Alors déjà, je pense que Raphaël Glucksmann soit cité par la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu baroque, parce que quotidiennement, l'administration... Vous allez être cité tout à l'heure par la Maison-Blanche. Écoutez, on écrira un article ensemble. Mais l'administration trumpienne qui est galvaudée quotidiennement dans le monde entier, aller reciter un parlementaire européen français, enfin, je trouve que c'est totalement hors de proportion. Mais pour moi, c'est surtout symptomatique de ce qu'est cette administration Trump et cette jeune femme. Alors, cette jeune femme, déjà, c'est le parfait homologue en termes de langue de bois de son homologue du Kremlin, Dmitri Peskov. Alors, à ceci près qu'elle porte moins bien la moustache, mais on a à peu près la même logique de langue de bois et de discours d'un pays qui aujourd'hui méprise son entourage et est un pays expansionniste d'un point de vue économique et politique, qui ne conçoit le monde que dans des rapports de force et dans l'asservissement de ceux qui l'entourent. C'est une icône républicaine de 27 ans. Si on devait la caricaturer, c'est la parfaite caricature de la petite wasp conservatrice, celle qui était imagée d'ailleurs dans Les Valeurs de la famille Adams ou dans certains films d'horreur, où généralement c'est les premières victimes. Et au fond, pour reprendre le mot de François Chérec, c'est d'une certaine forme de symbole de l'incontinence de la politique trumpienne. Alors sur le fond, ce qu'elle a dit et la phrase qu'elle a dit, ça démontre surtout son ignorance et son inculture totale. Faut-il lui rappeler que sans la France,
aujourd'hui, elle serait une citoyenne britannique. Que, en effet, si on veut s'amuser à remonter l'histoire, à remonter le temps, lors de la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre, ce sont les troupes françaises envoyées sur place, commandées par Lafayette, qui se sont engagées, qui sont mortes et qui ont permis cette victoire de l'indépendance américaine. Faut-il lui rappeler, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, que la victoire contre le nazisme, c'est aussi les résistants français, c'est les forces françaises libres, c'est la France de l'étranger, ses anciennes colonies, l'Afrique qui a payé un poids absolument colossal, c'est la Grande-Bretagne qui a résisté toute seule jusqu'en décembre 41, c'est le Canada, c'est aussi et surtout la Russie qui a payé un poids absolument colossal. Faut-il lui rappeler que l'engagement des États-Unis n'est intervenu qu'en décembre 41, quand les Japonais, alliés des Allemands, ont attaqué Pearl Harbor et que les États-Unis sont rentrés dans la guerre, non pas sur une décision volontaire, mais sur une attaque subie. Alors, depuis que je suis enfant, moi j'ai des pèlerinages mémoriels sur les tombes des soldats américains en Normandie, à Omaha Beach. Vous voyez, moi j'ai vraiment mal pour eux aujourd'hui, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que l'administration américaine d'aujourd'hui, elle insulte leur mémoire. Parce que la réalité, c'est que si Trump était à la place de Roosevelt, aujourd'hui, en 1940, il aurait discuté avec Hitler. Possible, mais ce que vous dites, un auditeur me dit il n'a même pas été cité. Glucksmann, elle parle d'un petit politique français inconnu de bas étage. Oui, non, mais ce que vous dites est très juste, et je fais un petit pas de côté. L'IFOP s'enorgueillit d'être le plus ancien institut français. L'IFOP réalise en août 44 dans Paris Libéré une première enquête où les enquêteurs étaient parfois sous les balles. On demande à un échantillon de Parisiens, alors je ne sais pas la validité ni la rigueur, mais qui va le plus contribuer à la défaite probable allemande? Les Parisiens répondent à une énorme majorité l'URSS. On repose cette question dans les années, fin des années 40, années 50 et 60. Systématiquement, l'URSS arrive en tête. C'est en 84, il faut faire une enquête avec USA Today, Le Figaro, je crois, et CNN, où il y a ce renversement. Alors, la culture, l'iconographie, la guerre froide, le soft power américain, où c'est les États-Unis qui ont le plus contribué à la défaite allemande. Et on l'a posé cette question, on l'a encore posée pour Sud Radio, Jean-Christophe, en 2024. Donc ça montre que voilà, il y a eu un vrai basculement de l'opinion. Oui, il semble qu'effectivement le narratif américain était aussi un avenant du plan Marshall, qu'il fallait effectivement, avec l'aide américaine pour la reconstruction, il fallait aussi en accepter le nouveau récit qui allait avec les films américains qu'on recevait, les Coca-Cola, l'American Way of Life, enfin tout ce qui est arrivé avec l'aide américaine pour la reconstruction. Cela dit, c'est vrai qu'en entendant la multiplicité de la participation des nations pour combattre le nazisme, il faut aussi justement en profiter pour pointer aussi la fiction française qui a consisté de la part du général de Gaulle à laisser croire que seule la France avait réussi à combattre, à libérer la France du nazisme par sa résistance, par sa capacité militaire, alors que tout ça, on sait qu'évidemment, on l'a compris, est beaucoup plus complexe, mais ça a permis, et c'est intéressant parce que au fond, c'est le premier grand scénariste du roman national, c'est lui, qui a permis à laisser à croire que voilà, nous avions gagné la guerre, qu'on était une exception, qu'on était, on avait un paradis social qui serait financé ad vitam aeternam, toutes sortes de réalités qui sont venues se rappeler brutalement au souvenir des Français depuis maintenant 20 ans et qui expliquent aussi très certainement une déprime collective. Mais le départ, c'est quand même la phrase aussi de Raphaël Glucksmann qui demande aux Américains de rendre la statue de la liberté. On lui cherche le buzz pour passer le mur du son. Est-ce que c'est du niveau d'un homme qui veut se présenter à la présidentielle? C'est quand même. Je ne sais pas s'il veut se présenter à la présidentielle. Il a dit qu'il était prêt à laisser sa peau. C'est pas un langage de gagnant. C'est vrai. En termes de. Mais c'est vrai que c'est étonnant comme phrase et comme interpellation. Et les Américains ont peut-être pas forcément eu raison de répondre en plus à côté. On se retrouve dans un instant avec vous et on va parler de l'Algérie et de la réponse souhaitée par Bruno Retailleau. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tout à l'heure, de midi à 14h, nous aurons réponse à tout parce que nous avons question à tout.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, l'Algérie hier a répondu non, nous ne reprendrons pas les OQTF. La liste qu'a envoyée la France de ces individus qu'elle souhaite renvoyer en Algérie n'est pas acceptée par le gouvernement. Réponse de Bruno Retailleau. Cette riposte, il faut une riposte graduée. Ce matin, sur CNews, Édouard Philippe a répondu: cette riposte graduée me paraît la bonne réaction. Demain, Bruno Retailleau sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Le niet pardon de faire ce petit raccourci, mais c'est un peu ça, le niet de l'Algérie, il va peut-être falloir y répondre d'une manière ou d'une autre. Oui, puis on est dans un débat qui devient presque un débat franco-français, c'est-à-dire que pour le coup, Bruno Retailleau a dit dimanche qu'il mettait dans la balance son maintien au gouvernement. Si je peux pas travailler, je m'en vais. Donc ça s'adressait très concrètement au président de la République, qui lui est le tenant d'une dynamique très différente par rapport à l'Algérie, en tout cas officiellement. On ne sait pas ce qui se passe. J'imagine qu'officieusement, il y a plusieurs voies diplomatiques qui sont à l'œuvre, mais elles ont peu de résultats aujourd'hui, parce que si on fait le bilan économique... On rappelle que Boualem Samsal est toujours en prison. Et puis alors de manière plus large, les entreprises françaises perdent des positions, les marchés publics qui sont l'essentiel de l'économie algérienne sont plus pour les Français. On a une animation potentielle de ce qui se passe d'une partie de la diaspora algérienne en France qui est quand même assez agitée par rapport, et c'est ce qui est ressenti, et cette menace-là pèse on le sent bien sur certains responsables politiques français et notamment au gouvernement. Donc il y a un débat, il y a une clarification qui va devoir être faite parce que ça engage la parole publique aujourd'hui et la réalité, la crédibilité de la parole publique. Monsieur Retailleau, il a dit voilà, moi j'ai une matrice très forte, très puissante, on arrête de discuter, on va commencer à taper le système algérien, ce qui est plutôt une bonne idée parce que c'est pas Monsieur Tebboune, c'est un système auquel il faut faire mal. Ce système a pour habitude, par exemple, de venir se faire soigner à Paris, d'avoir des propriétés à Paris, de se distraire à Paris, par exemple. Vous voyez, donc si on l'empêche de venir, ça va commencer à l'embêter, par exemple. Et aujourd'hui, on n'a rien parce que la menace graduée, après avoir dit je vais démissionner, on sent bien que c'est un petit repli en arrière. Ça veut dire quoi? Même si c'est soutenu par Monsieur Philippe, qui doit être peut-être mieux informé de nous pour savoir ce qu'est la réponse graduée, on aimerait quelque chose qui doit être précisé peut-être demain matin sur vos antennes, mais les Algériens, si vous voulez, aujourd'hui, jouent avec cette période de flottement qui existe à l'intérieur de notre propre système. Oui, mais c'est notre propre système, et là, c'est pas acceptable. C'est quoi une réponse graduée? Exactement, on a l'impression que... On a l'impression qu'il est reparti en arrière. C'est un peu, on a peur, quoi. On ne sait pas très bien quoi répondre. À l'instant, il y a quelques minutes, c'est Gérard Larcher qui dit face au refus de l'Algérie d'appliquer le droit international, je soutiens le ministre de l'Intérieur dans sa volonté de fermeté et de mise en œuvre d'une réponse graduée. Mais quoi, c'est la seule ligne viable? Non, mais c'est quoi? C'est un jouet de gouvernance qui n'a pas de réalité au-delà du premier grade, parce que la suite, quand on va monter en gamme et que le ministre de l'Intérieur va vouloir monter en gamme, il devra avoir le feu vert du président de la République. Et sur ces sujets-là, il ne l'aura pas, puisqu'il le surveille comme le lait sur le feu par rapport au fond, la gradation justement et l'aggravation justement des détentions. Moi, depuis que j'ai entendu effectivement le choix du Parisien de mettre à la une phrase dans une interview plus élaborée du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire menace de démissionner. Moi, ça me rappelle un certain Jacques Chirac, qui avait cherché et trouvé son moment pour dire je n'ai pas les moyens de gouverner et de partir pour prendre les Français à témoin et ensuite construire un mouvement politique et aller présenter un projet présidentiel. Faut pas oublier que nous sommes aussi dans une compétition interne au sein des Républicains face à Laurent Wauquiez, puisque Bruno Retailleau brigue la présidence du parti, l'élection aura lieu au mois de mai, et que il sait très bien, il a compris en regardant les sondages et les études de l'opinion que ce qu'il dit est en résonance avec les préoccupations des Français, et il veut prendre l'opinion en témoin en disant voilà, moi j'ai tout posé, j'essaye. Mais je ne suis pas suivi, je ne peux pas aller au-delà du système actuel. Et juste pour terminer, aller taper les dignitaires ou embêter les dignitaires algériens qui effectivement profitent du système français tout en le critiquant, c'est symboliquement intéressant. Ça ne règle pas pour autant
le problème des obligations de quitter le territoire français et de la régulation de ce dispositif. Mais quand il parle, effectivement, il avait expliqué ce qu'était la riposte graduée il y a quelques jours, mais pourquoi ne pas le redire? Pourquoi redire riposte graduée? Pourquoi ne pas dire on va interdire les visas, on va imposer des visas, on va revenir sur les accords de 68 avec le président de la République et de ce point de vue-là, il ne peut rien faire sans le président de la République. Il avance plus masqué. Non, c'est vrai qu'en plus, il y a une critique qui était associée assez marginalement, mais qui existait à Gérald Darmanin quand il était place Beauvau, c'était beaucoup de discours et peu de résultats. Il arrivait quand même à s'en défaire parce qu'il était très actif. Rappelez-vous, il tweetait chaque jour ou tous les 2 jours le profil des personnes qui étaient expulsées. Là, très clairement, Bruno Retailleau est très regardé sur la question algérienne. J'ai ressorti notre balise fiduciale pour Sud Radio de janvier sur l'image de l'Algérie et des autres pays du Maghreb. Il y a un décalage incroyable, où avec à peine 29% des Français qui ont une image de l'Algérie, 68% du Maroc, 60% de la Tunisie, et toutes les mesures qu'on avait testées dans le cadre de cette enquête, très très clairement, avaient le soutien de l'opinion publique en dehors des sympathisants LFI et écolo, notamment la renégociation du traité de 68. Donc il y a clairement l'opinion qui est avec lui, mais il va jouer. J'entends ce que dit Michael Darmon, qui est très juste. On est en pré-présidentielle. Les Français ne sont absolument pas dupes de ça. Dessus, ils sont pas non plus sur la pré-municipale. Ils sont au jour le jour, inquiets par les tensions internationales. Et c'est vrai que la logique de distinction d'un Bruno Retailleau qui ferait Chirac août 76 pourrait être un moment. En plus, c'est vrai que la concomitance avec la fondation du parti, ou plutôt des élections internes chez LR, n'est pas anodine. Alors, Jean-Philippe, Bruno Retailleau, en l'espèce, c'est pitch gang face stupère. Déjà, il parle à l'opinion parce qu'il y a une attente de l'opinion d'arrêter de voir la France se coucher devant le pouvoir algérien, pas l'Algérie, le pouvoir algérien, véritablement, c'est quelque chose qui est devenu insupportable à l'opinion. Soit il obtient des actions très fortes, et ça veut dire que lui, avec la 60aine de députés LR, auront fait plier d'une certaine manière le président de la République sur une ligne qui n'est pas la sienne, et il pourra le mettre à son crédit, soit il ne l'obtient pas et ça lui permet de créer une rupture Chirac 77 et d'enclencher la phase pré-présidentielle, ce qu'il souhaite. Donc d'une certaine manière, qu'il soit suivi ou qu'il ne soit pas suivi, il a tenu un discours qui colle à une logique d'opinion et il ne peut en sortir que gagnant. En plus, c'est intéressant, c'est qu'il y a 2 fronts maintenant de défense des libertés en France et du modèle social et du modèle culturel français. Vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui désigne la Russie comme étant la matrice de toutes les menaces pesant sur la démocratie, et puis vous avez de l'autre côté Bruno Retailleau qui dit mais c'est un écrivain franco-algérien qui est emprisonné, qui plus est son ami, donc c'est aussi intéressant pour le narratif de la personnalité de Retailleau de comprendre, ça vient télescoper des imaginaires sur un Retailleau très ami avec Boualem Sansal. Ça, c'est les Français ont fini par le découvrir, mais c'était effectivement contre-intuitif, on va dire, au départ. Et lui, il défend un modèle français également de la tolérance, de la culture, de l'expression, que partagent d'ailleurs très certainement beaucoup de compatriotes algériens ici, sur le sol français. Mais il y a la question du président de la République qui a quand même... C'est pour ça que je pense que c'est au fond un affrontement masqué avec également Macron qui est en train de se mettre en place. Et l'affrontement masqué est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a tous tendance à regarder le passé, et on a le modèle Mitterrand 94-95, Chirac 2006-2007, des présidents démonétisés en fin de mandat. Là, Emmanuel Macron, bien sûr, ne se représente pas, mais les tensions internationales l'ont remis au centre du jeu. Il y a un petit regain de popularité qui n'est pas énorme, mais qui existe réellement. Il a plutôt reconstitué son socle, et puis il peut systématiquement enclencher une logique de distinction. C'est dans nos enquêtes pour Sud Radio, les propos des Français qui disent c'est le seul qui peut parler à Poutine, c'est le seul qui est à l'aise à l'international, même si le regard sur son action internationale est beaucoup plus sévère que celui associé à ses prédécesseurs. Christophe ? Moi, je pense qu'effectivement, Bruno Retailleau, on est tout à fait dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, c'est ambivalent. Mais il a déjà fait un pas de repli en disant menace graduée. C'était beaucoup moins agressif ou offensif que le week-end dernier. Quant à dire je m'en vais, oui, bien sûr, on attend que ça. Monsieur Bayrou, on attend que ça. À un moment donné aussi, il y a beaucoup qui veulent partir avant d'être censurés par des adversaires politiques qui vont se retrouver effectivement aussi en temps présidentiel ou en pré-législatif. Maintenant, c'est aussi un aveu d'échec.
C'est un aveu d'échec pour lui parce qu'à part avoir dit le réel, si vous voulez, avoir dit sur la sécurité, sur l'immigration, ce sera pas son échec à lui, ce sera celui du président de la République. Vous êtes engagé beaucoup, vous avez dit je fais, et finalement la sortie, j'obtiens pas grand-chose parce que je demeure borné, oui, par le président de la République, mais aussi par peut-être mon incapacité, moi, à conquérir des parts de marché dans mon propre gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le président de la République, il y a aussi François Bayrou, il y a d'autres acteurs, il y a l'Assemblée nationale, il y a des gens. C'était aussi ça. Donc ça le replie, si vous voulez, sur son aventin républicain, si tant est qu'il gagne contre M. Wauquiez, ce qui n'est pas encore fait, compte tenu du mode de scrutin interne. C'est toujours mystérieux. Exactement. Exactement. Je pense qu'il prend un gros risque. Et je pense qu'il est plus aussi certain de cette idée de devoir sortir aussi rapidement. Et il s'en est rendu compte. Je pense qu'entre ce qu'il a dit, ce qui a été sorti habilement par le Parisien, j'insiste, Mickaël a raison de dire, c'est aussi une mise en avant de quelque chose, à mon avis, qu'il n'avait pas vu venir et sur lequel il ne voulait pas appuyer tant que ça. Et là, il est un peu coincé, sachant que le président de la République, lui, effectivement, l'affrontement de ce type, ça lui plaît, et éventuellement l'obliger à partir. Ça ne déplaira pas à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est vive la crise, voilà. Parce que effectivement, il a surfé depuis Benalla en fait en 2017. Vive les crises. C'est vive les crises parce que c'est comme ça qu'il a pu à chaque fois rebondir et fonctionner. Quant à Bruno Retailleau, au-delà de tout ce qu'effectivement vous avez expliqué et qui est très très juste, il a maintenant plusieurs conseils autour de lui qui lui disent il sera difficile de rester dans ce gouvernement si il a l'intention un jour de proposer un projet aux Français. D'abord, on va voir effectivement en fonction de l'élection interne si c'est lui qui l'emporte ou pas d'ailleurs, voudra-t-il proposer un projet aux Français. Il faudra de toute manière, pour se singulariser, souvenons-vous du syndrome Manuel Valls, souvenons-vous de tous ceux qui n'ont pas pu se défaire du fait d'avoir participé à un exécutif qui se sont mis à critiquer, il va devoir assez vite sortir. Regardez combien de temps a mis Édouard Philippe pour arriver à faire comprendre à l'opinion qu'il était maintenant en rupture et qu'il avait pris ses distances à l'égard de sa participation au premier chef au gouvernement. Et d'ailleurs, si jamais effectivement un jour il continue vers sa campagne présidentielle, ça lui sera rappelé régulièrement. Tout à fait. Et il devra aussi trouver le moyen de dire je me suis trompé à cette époque-là, ce qui sera un problème de cohérence. Allez, on marque une petite page de pub et on se retrouve après. Guerre au Proche-Orient, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza cette nuit, plus de 400 morts et des réactions du côté de Gaza qui pointent directement les États-Unis dans la responsabilité de ces frappes. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Frappe israélienne sur Gaza, 413 morts selon le Hamas, dont le chef du gouvernement qui a été tué dans cette frappe. Visiblement, c'était une frappe bien ciblée. C'était une réponse au refus répété du Hamas de libérer les otages. Ça a été fait avec l'aval des États-Unis. C'est ce qu'a affirmé en tout cas Benjamin Netanyahou. Évidemment, donc il y a l'Égypte qui proteste et puis celui qui ne sert à rien, Antonio Guterres, qui appelle au respect du cessez-le-feu, le chef de l'ONU, qui ferait mieux de regarder ailleurs. De mener une enquête déjà au sein de l'agence de l'ONU pour savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette frappe? Donc il y a une rupture du cessez-le-feu. Alors, c'est une rupture du cessez-le-feu. Il faut savoir si on part par cercle concentrique sur l'image la plus large. On parle effectivement, on dit que c'est avec le soutien des Américains. Moi, je dis que c'est avec le soutien de l'ensemble des pays du monde arabe. Alors l'Égypte proteste. Mais c'est normal, ils protestent pour les médias. La réalité, c'est que le grand tournant, quand même, il y a 10 jours, c'est la déclaration de la Ligue arabe, qui a quand même annoncé que le Hamas devait sortir du jeu politique de la région. C'est l'Arabie Saoudite, ce sont les Émirats qui n'arrêtent pas d'expliquer que tant que le Hamas est en place, eh bien, il sera impossible de pouvoir envisager une reconstruction de Gaza, quelle que soit la formule. En tout cas, on espère que ce sera dans la formule la plus rationnelle qui soit, c'est-à-dire une construction et une reconstruction. Donc, de ce point de vue-là, il faut arrêter aussi les hypocrisies. Même le président Macron
dont on connaît les godilles permanentes sur ce sujet, a quand même dit il y a quelques temps, il fallait que le Hamas quitte le pouvoir. Donc il y a un consensus pour dire que le Hamas n'aide pas le peuple palestinien et qui a besoin et qui a le droit d'avoir sa structure et enfin une société organisée pour vivre et élever des enfants, mais que d'abord le préalable c'est la sortie du Hamas. Donc la négociation, et je resserre sur Israël maintenant, la négociation qui est effectivement en plein blocage pour passer d'une étape à l'autre, c'est-à-dire la deuxième étape qui prévoit la fin de la guerre, qui prévoit le fait que le Hamas démilitarise et quitte le pouvoir, ce qui bien évidemment ne veut pas. Là, pour le coup, arrive à un point de blocage, et il a toujours été dit que si ça ne marchait pas, alors il y aurait une reprise des opérations qui seraient soutenues, pas autorisé, parce qu'ils ne demandent pas l'autorisation, mais soutenu par les Américains. Oui. Frédéric ? J'entends ce que dit Mickaël. Moi, je suis frappé de voir à travers l'opinion publique, depuis le 7 octobre, la régularité des Français, de leur réponse, de leur vision de ce conflit, alors, qui recèle un niveau d'intérêt fort, mais beaucoup moins fort que l'Ukraine. Et pour reprendre notre débat de tout à l'heure sur LFI, il y a une disproportion entre le traitement médiatique, l'implication du politique, le fait que ce soit un élément de combat politique avec l'antisionisme, l'antisémitisme, la politique d'Israël, le rejet d'Israël, le soutien à Israël et l'intérêt des Français qui sont vraiment, et on a fait 7 enquêtes avec le CRIF depuis le 7 octobre, depuis quelques semaines après, très régulier. Le Hamas a commis un acte terroriste. À peine 8% des Français voient le 7 octobre comme une des actions de résistance. La cote de sympathie du Hamas, c'est 4 à 5%. L'idée que les Palestiniens ont le droit à un État est majoritaire dans le pays, qu'Israël est vu dans une légitimité à être intervenu après le 7 octobre, même si l'adhésion a reculé au fur et à mesure au regard des images terribles des morts civils. Et puis il y a quand même une inclination, un intérêt des Français sur un point, avec l'idée systématiquement partagée par une majorité que ce qui s'est passé le 7 octobre pourrait arriver dans le pays. L'attaque sur la rive partie s'est vue comme un Bataclan à ciel ouvert, et ça touche beaucoup le pays qui est très mobilisé s'agissant de la lutte contre l'antisémitisme. Je ne les mets pas ensemble, je les mets sur un point séparé. Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté il y a 1 heure, 330 morts cette nuit à Gaza, Netanyahou contre des civils, des familles entières massacrées, Netanyahou a coupé l'aide humanitaire, l'eau et l'électricité, le génocide se poursuit contre des gens sans défense, honte aux élus français qui s'affichaient il y a quelques jours aux côtés et au soutien de l'armée génocidaire, la honte et le déshonneur pour toujours. Priorité au cessez-le-feu, les criminels de guerre seront jugés et leurs complices aussi. Oui, on connaît de toute façon ces propos à double effet. Ouais, lui, il est branché sur ce flux qui veut mobiliser davantage les 8% qui sont favorables et les 4%. Il travaille sur ce premier tour tout le temps. C'est avec un cynisme absolu, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce que vient de décrire Frédéric. Bien sûr. Mais il sait très bien aussi que dans ces géographies, ces générations et ces communautés, voire cette religion en particulier notamment, il y a une performance potentielle, en tout cas dans un premier temps pour lui. Après, moi je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut le situer dans un contexte régional à tout le moins, voire un peu plus large, et que effectivement il s'est passé quelque chose de très fort, qu'en même temps le Hamas doit répondre à ce quelque chose de très fort, c'est-à-dire que ce matin le porte-parole de l'armée israélienne dit attendez, on a anticipé quelque chose qui pouvait être un 7 octobre à nouveau. Alors, est-ce que c'est là aussi médiatique? Est-ce que c'est une réalité? Pour l'instant, on peut considérer que c'est assez sérieux. Et donc, il y a une volonté, et c'est normal, le Hamas cherche et le djihad islamique cherche à réagir à cette emprise, à cette capacité. Ils l'ont fait en ne libérant plus personne. Donc eux-mêmes ont considérablement ralenti, pour pas dire interrompu, le processus qui était à l'œuvre. Donc on est dans cette dynamique-là. Les soutiens du Hamas, on les connaît. Certainement aussi, ils ont besoin de mobiliser des énergies dans un contexte régional qui leur est pas très favorable pour l'instant. Et plus globalement, il y a une rencontre aujourd'hui qui va parler de l'Ukraine, mais qui parle de fait aussi de cette zone du monde, parce que l'Ukraine, pour eux, alors là on reprend Trump-Poutine, c'est comme les Français pour Gaza, c'est-à-dire que c'est un sujet, mais c'est un sujet parmi d'autres. Donc on est face
face à quelque chose qui aujourd'hui, on parlait avant de rentrer en plateau de ces boussoles qui ne tournent plus en agité, mais qui sont tombées par terre carrément. C'est compliqué et quelques personnes ont une capacité, même avec leur verbatim terrible sur la France qui ne parlerait plus français, sauf que eux, ils ont une capacité aujourd'hui d'écrire la partition qui régit le monde et aussi au Moyen-Orient. Oui, Jean-Philippe. Oui, quelques éléments factuels, des bases. Le Hamas est un mouvement terroriste. Le 7 octobre, c'est une attaque terroriste massive qui massacre 1200 civils, des femmes, des enfants. C'est pas une attaque militaire. Le Hamas est un mouvement qui ne reconnaît pas l'existence d'Israël. Ça, c'est des éléments factuels. Et la réalité, c'est que je pense qu'il ne pourra pas y avoir de paix durable s'il n'y a pas un autre interlocuteur représentant les Palestiniens que le Hamas. Absolument. Il faut libérer la Palestine, mais la libérer du Hamas. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, ce pays, ce mouvement, terroriste, qui depuis 20 ans aux commandes, suite à un putsch, il faut s'en souvenir quand même, face au Fatah, qui avait signé les accords d'Oslo avec le gouvernement israélien en 93. Le Hamas dans la bande de Gaza, en 20 ans, n'a su construire que des tunnels pour y protéger sa nomenclatura et ses forces armées, n'a envoyé les enfants à l'école avec des programmes qui consistaient à dire que dès le début du premier âge, il faut savoir comment on va tuer des juifs, alors que dans le reste du paysage régional, vous avez Dubaï, vous avez des pays qui sont en pleine expansion économique parce qu'on a envoyé les enfants à l'école, parce qu'ils sont revenus avec du state building dans la tête, avec la construction d'un pays dans la tête, alors que depuis 20 ans, il n'y a aucune gouvernance pour faire en sorte que les Palestiniens puissent vivre normalement. Quand on les interroge hors caméra, ils disent qu'ils veulent se débarrasser de la corruption de Mahmoud Abbas du Fatah et de la dictature du Hamas. Et ça, je suis désolé, mais les partis, notamment d'extrême gauche en France, ne veulent pas le voir, ne le savent pas, ce qui est peut-être encore plus dommageable, et en fait ne savent plus parler, ne savent plus comprendre quelle est la situation au Proche-Orient. Les otages, on en est où ? On n'en est pas, justement, puisque ça reste un sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dans les déclarations du Hamas aujourd'hui, ils appuient là où ça fait mal, en disant Netanyahou a décidé de sacrifier les otages. C'est le verbatim des communiqués qui partent du Hamas, parce qu'ils savent parfaitement bien à quel point ça reste un point douloureux. Il faut entendre, voir, quand on a le temps, que chaque ex-otage qui va maintenant devant des caméras, c'est pour dire libérez les autres. Nous ne serons pas libérés nous-mêmes tant que les autres ne sont pas revenus, et ça continue. Ils sont devenus un nouvel élément de pression sur le gouvernement, parce qu'ils sont revenus en plus avec l'expérience de l'enfer, et ils viennent effectivement raconter ce qu'ils ont vécu et dire que tout cela explique pourquoi le gouvernement devrait accélérer les choses. Donc vous avez aussi des problèmes internes liés aux tensions avec les services de renseignement. Bref, une situation très très complexe dès qu'on se rapproche de ce pays. Merci à tous les quatre, très très bonne journée sur Sud Radio, et à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.